Le clan Bongo est vaincu, ce qui marque la fin de plus d'un demi-siècle de règne sans partage. En effet, il s'agit du règne d'une dynastie dont le glas a sonné le 30 août dernier avec une brutalité qui a effaré l'Afrique et le monde. À 64 ans, Ali Bongo, dont l'état de santé était fébrile, briguait un troisième mandat au triple scrutin du 26 août 2023. Quelques heures après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, il est mis à la retraite par des militaires qui ont décidé de restaurer les institutions du Gabon. Retour sur cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive tout au long de la semaine avec notre invité, Dr Louison Essomba, analyste politique et enseignant d'université. Mesdames et messieurs, le grand set, votre rétrospective de l'actualité, c'est sur Dash News. À tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de la semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce Round-up de l'actualité de la semaine. Et nous démarrons avec ce coup de force au Gabon. L'Union africaine et la CEMAC ont condamné et ont exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Le Gabon qui est dirigé depuis le 30 août par un comité de transition militaire ayant déposé le président Ali Bongo Ondimba juste après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. En tant que président en exercice de la CEMAC, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a condamné fermement le coup de force et a rappelé que tout changement anticonstitutionnel ou toute prise de pouvoir par les armes constitue une aberration et une violation des principes fondateurs de l'Union africaine. Terrorisme au Sahel, une force européenne attendue dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a une nouvelle mission militaire dans ces pays. L'annonce a été faite par des diplomates de Bruxelles. Le déploiement d'une nouvelle mission militaire européenne au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire vise notamment à prévenir une extension des activités des groupes djihadistes et contrer l'influence russe dans la sous-région. En République centrafricaine, c'était l'opération Service Mort cette semaine dans l'administration municipale. Et pour cause, les stagiaires de la police municipale sont entrés en grève. Elles réclament le paiement des indemnités de travail et leur intégration dans la fonction publique. Un mouvement d'humeur contenu par le ministre de l'administration du territoire qui a promis d'apporter des réponses. En politique, au Cameroun, cette semaine, la course à la succession du chairman Ni John Fundi à la tête du SDF est désormais lancée. Des membres du parti d'opposition de la Balance dévoilent au fur et à mesure leur ambition de prendre les rênes. C'est le cas de Paul Nguepi, militant de la circonscription Vouri-Centre, qui a annoncé sa candidature au poste de chairman du SDF à l'occasion du congrès qui se tiendra au mois d'octobre prochain. Il a donné un point de presse cette semaine à Douala, capitale économique du Cameroun. Le candidat est revenu sur ses principales motivations. Toujours au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a signé la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2024. Le texte fixe les objectifs de l'action publique, les orientations générales de la politique budgétaire, ainsi que les dispositions pratiques de l'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2024. Merci Marie-Yvonne Dongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Louison Essomba. Bonjour docteur. Bonjour Madame Audrey, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. Alors, vous l'avez donc compris, on parle du coup de force survenu dans la foulée de la proclamation des résultats de la présidentielle du 26 août dernier. On peut dire que c'était un coup de force prévisible, docteur?
Oui, bien entendu. Pour tous ceux qui sont avertis et qui suivent de très près l'actualité au Gabon, vous savez que dès que les élections ont été annoncées, nous avons accordé un intérêt vif à ce qui allait se passer là-bas pour plusieurs raisons. Le Gabon est un pays frère et ami. Et vous savez, pour tous ceux qui sont épris de démocratie, il était quand même de bon ton de savoir ce qui allait se passer. Surtout que le Gabon a une avancée démocratique louable en procédant à l'adoption d'un bulletin unique, ce qui nous a particulièrement marqué aussi. Mais on s'est rendu compte que à la veille des échéances, le réseau Internet a été coupé, les observateurs internationaux, les médias internationaux étrangers ont été renvoyés. On a commencé à sentir du roussi. Surtout qu'après, à la veille, on avait posté les militaires presque partout, dans tous les coins de la rue. À partir de là, et même lors de la campagne électorale, les propos étaient déjà corrosifs entre Ali Bongo et son véritable challenger, le professeur Ondo Ossa, Albert. À partir de là, on se dit, cette élection qui commence avec des fermetures de frontières, la coupure des réseaux Internet, la mise en place d'un état de siège, nous avons senti que... Toutes ces mesures que vous énumérez, est-ce l'expression de la frilosité du clan Bongo face à une population, face à une opposition qui a été portée par le professeur Albert Ondo Ossa? Bien entendu, vous savez que tout cela est parti de la coalition d'une majorité des leaders de l'opposition qui se sont ralliés à Ondo Ossa. Et à partir de là, le clan Bongo a commencé à sentir du roussi, que quelque chose allait justement bouger dans le sens justement de la démocratie. Et surtout que vous savez, au plan interne, Ali Bongo avait pris quelques mesures qui ont fâché le peuple gabonais. Vous savez qu'il a fait légaliser l'homosexualité et la pauvreté devenait grimpante et le peuple gabonais a estimé qu'il faut le sanctionner démocratiquement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et même sur le plan international, vous vous rendez compte qu'Ali Bongo avait déjà commencé à s'inscrire dans la logique de son affiliation dans le Commonwealth. Il a également, annoncé des mesures fortes parce qu'il avait repoussé à un moment donné la base militaire française qui voulait s'installer au Gabon. Et tout cela est parti donc du fait qu'à partir de toutes ces mesures, on avait commencé déjà à sentir que ça n'allait pas aller. Surtout que vous avez vu, à la prise du pouvoir, il s'exprime en anglais à la langue de Chespi. C'était déjà une exclusion justement du français pour dire que certainement les Français sont à l'origine de ce qui lui est arrivé. Revenons tant soit peu sur l'opposition gabonaise. Oui. Peut-on envisager comment on va dire ça, le décompte des bulletins de vote comme elle le souhaite? Écoutez, dans un contexte de transition militaire, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que les militaires ont déjà mis en rupture, si vous voulez, toutes les institutions. Et vous avez Nguema, le général, a rétabli juste la Cour constitutionnelle pour prêter serment demain. Or, vous vous rendez compte que dans une logique déjà de transition militaire, ce qu'il fallait mettre en place en premier, c'est une charte constitutionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il avait déjà mis en rupture toutes les institutions, le Conseil, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil supérieur, le Conseil économique et social, ainsi de suite, il aurait pu donc mettre en place une charte constitutionnelle qui allait déterminer le mécanisme justement de prestation de serment ainsi que l'avis des autres institutions qui devaient être mises en place. Mais ne l'ayant pas fait, on se rend bien compte que l'opposition justement doit comprendre que lorsqu'on a déjà mis en branle l'Assemblée nationale, on a mis en branle le Sénat, on met en branle la Cour constitutionnelle qu'on rétablit momentanément pour prêter serment. Donc moi je pense que la revendication qu'ils sont en train de faire ne va pas prospérer. Il va sans dire que lui-même, le général Oligui Nguema, n'est pas du tout ébranlé quant aux différentes condamnations, contestations de ce coup d'État. Quelle lecture portez-vous face à cela? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il explique? Il faut rentrer dans l'esprit et même le fondement de ce coup d'État. Qu'est-ce que dit Nguema, le général? Il dit que les élections ont été émaillées de fautes, ont été truquées, première chose. Et la raison même la plus fondamentale qu'il évoque pour soutenir le coup d'État, c'est qu'il fallait restaurer la paix.
parce qu'il estime que si la Cour constitutionnelle avait rendu officiels les résultats qui étaient déjà proclamés par le centre gabonais des élections, ça allait déboucher à une déflagration sociale. Donc pour éviter cela, il estime qu'il a donc fait ce coup d'État utile pour préserver les vies et pour que le Gabon ne subisse pas ce qu'a subi il y a quelques années la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que... Est-ce que c'est ce qui justifie le fait qu'une certaine opinion estime que ce coup de force au Gabon ne ressemble pas à ceux qui ont été observés jusqu'ici dans le continent? Oui, bien entendu. La particularité de ce coup d'État, c'est que tous les corps de l'armée sont représentés. Si vous avez bien vu à l'annonce de la victoire, si vous voulez, de l'armée, vous avez eu plusieurs casquettes. C'est-à-dire il y avait du vert, du rouge, du blanc, du noir. Donc vous convenez avec moi qu'à partir de là, toutes les casquettes, c'est-à-dire que tous les corps de l'armée étaient associés. Et autre chose qui est atypique, c'est qu'il n'y a pas eu effusion de sang. C'est-à-dire qu'on a juste neutralisé le président Bongo et que tout s'est passé un peu comme sur les roulettes. Autre chose, on a vu qu'il y a une liesse populaire qui porte en triomphe l'armée. Donc, ce sont des signes quand même atypiques par rapport aux les cas qu'on a souvent eu, que ce soit au Bénin, au Mali, au Burkina Faso. Renversé par les militaires, c'est un Ali Bongo qui demande à ses amis de faire du bruit. Il est inquiet pour sa famille et son fils arrêté pour détournement de deniers publics. Le modus operandi est calqué presque point par point sur la série de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Oui, bien entendu. Ce qu'on doit pouvoir indiquer, Mme Audrey, c'est qu'il y a une résurgence des coups d'État depuis 2000. Parce que quand nous prenons les années 1990, qui sont marquées par un contexte de libéralisation et de démocratisation des États africains, les coups d'État, parce que quand vous prenez le premier coup d'État est perpétré en 1952, et de 1952 jusqu'à 1990, on se rend compte qu'il y a une diminution, mais les affaires repartent depuis jusqu'en 2000. Et disons de 90 jusqu'en 2000, les coups d'État avaient pratiquement disparu et sont revenus en force de 2000 jusqu'à ce jour. Et on peut compter un phénomène qui devient chronique. Justement, pourquoi? Parce que quand vous prenez le coup d'État, vous vous rendez compte que c'est une action préméditée, préparée, parfois spontanée, qui vise à remettre en cause l'ordre constitutionnel en vue pour les putschistes ou pour l'armée qui a commis le coup d'État, d'exercer momentanément, provisoirement, ou alors de manière définitive ou éternelle le pouvoir. Parce que, Mme Audrey, il faut signaler aujourd'hui que, si je peux citer Nicolas Machiavel, qui disait que le moyen le plus sûr, aujourd'hui, le mode le plus sûr d'acquisition et de préservation de pouvoir, c'est le coup d'État. Et on se rend compte que beaucoup d'États africains commencent déjà à emprunter cette voie qui est anticonstitutionnelle et anticonventionnelle. Alors, docteur, est-on désormais en droit de se poser la question à qui le tour en Afrique? Écoutez, je venais de vous le dire, le coup d'État parfois est prémédité, parfois aussi est spontané. Ce sont les caractéristiques phares d'un coup d'État, c'est-à-dire la spontanéité et aussi la préparation pour le préparer. Mais je voulais vous dire qu'on ne peut pas, comment dire, faire un état de lieu de qui à qui le prochain tour, parce que je vous indiquais tout à l'heure que l'armée a pour mission une tribucienne de protéger les institutions, de protéger l'intangibilité du territoire, d'assurer et de garantir aux hommes leur circulation ainsi que leurs biens. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que, et c'est le constat malheureux que nous devons faire, c'est que de plus en plus, on a l'impression que les populations portent en liesse l'armée lorsqu'un coup d'État est perpétré. Et à partir de là, la question que vous posez n'est pas anodine parce que on tend beaucoup plus, parce que lorsque ce coup d'État devient chronique comme c'est le cas, on tend beaucoup plus vers la militarisation des régimes politiques en Afrique. Et vous savez, le pouvoir fascine, le pouvoir émeut. Vous avez vu la milice dans d'autres pays, je crois, Doumbouya, Traoré, Assimi Goïta et les autres, avaient annoncé remettre le pouvoir d'ici 2 ans. Mais vous allez voir, on va aller au-delà de 2 ans. Et pourquoi pas? Rien ne les empêche de devenir président, puisque lorsqu'ils prêtent déjà serment, comme c'est le cas demain, lundi, pour le général Nguema,
Clotaire, vous vous rendez compte qu'il va exercer jusqu'à un moment donné. C'est vrai que dans le discours, il a annoncé le faire après 2 ans, mais ça serait assez compliqué. Docteur, le rapport des chefs d'État aux forces de sécurité, aux forces de défense et de sécurité, peut-il ou doit-il changer? Puisque ce sont des militaires qui prennent le pouvoir, oui. On est d'accord. Bien entendu. Alors, il y a une sorte de trahison, on va le dire ainsi. Voilà pourquoi je vous pose la question. Le rapport des chefs d'État aux forces de défense et de sécurité peut-il ou doit-il changer pour, on va se dire, éviter que les militaires ne décident de renverser les chefs d'État africains? Écoutez, c'est assez complexe la question que vous posez, mais je vais répondre aisément en vous indiquant que les militaires, et je venais de le dire, les militaires ont pour mission tribunicienne principale ou fondamentale la protection des institutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, les chefs d'État ne peuvent pas s'en éloigner, ne peuvent pas s'en défaire. Parce que vous avez vu, par exemple, Nguema a été l'aide de camp, a été le garde du père Omar Bongo et du fils Ali Bongo. Donc on ne peut pas s'en défaire, puisqu'on sait que le rôle, de première importance d'une armée, c'est de protéger les institutions, l'intangibilité du territoire. Bon, maintenant, ce qu'on doit dire, c'est que qu'est-ce qui peut pousser à un moment donné, la perpétuation des coups d'État? On peut peut-être faire un coup d'État parce que la démocratie est verrouillée, un peu comme dans le cas, justement, du Gabon. Vous savez que le père Omar Bongo a fait près de 42 ans au pouvoir, son fils a fait 14 ans, donc ça fait pratiquement 55 ans ou 56 ans que le Gabon est géré par un clan, si vous voulez, une gestion clanique qui renvoie donc à ce que je pourrais appeler une gestion autoritaire par des types familiales, où c'est une famille qui, pendant 56 ans, gère le pouvoir. Et ça peut, à mon sens, justifier le coup d'État. Parce que si le Gabon est une république, au même titre que le Cameroun, cela veut dire que la République, qui veut dire la chose de tous, donc tout le monde peut être président de la République. La présidence ne doit pas se ramener à une famille. Vous voyez, et c'est ce qui peut, à mon sens, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le coup d'État peut être perpétué si la démocratie est verrouillée, si il y a des crises sans issue, si peut-être aussi il y a des crises économiques qui ne trouvent pas de véritables solutions. En ce moment-là, on peut légitimer exceptionnellement le coup d'État en démocratie ou dans un État démocratique. Alors, ils sont nombreux dans l'opposition, Ondo Ossa, de qualifier ce coup de force de farce selon l'opposition. C'est une révolution du palais. Est-ce une fratrie à l'épreuve du pouvoir, docteur? Écoutez, moi je me rends compte que ce qui a été établi à partir de tous les faisceaux d'indices ou les grilles de lecture qui nous permettent de nous dire, on se rend compte qu'en fait, on ne voulait pas de l'opposition à la tête des institutions gabonaises. Parce que, quand vous regardez très bien, moi j'estime que c'est un coup d'État qui vient voler la victoire de l'opposition au Gabon. Parce que pour une fois, les autorités gabonaises, ou du moins tous ceux qui ont un intérêt au Gabon, ont senti qu'au lieu de laisser l'opposition gagner, c'est encore mieux que l'armée prenne le pouvoir. Or, c'est un tort. Parce que, d'où la réaction du professeur agrégé, M. Ondo Ossa, Albert, qui estime que le comité de transition doit rendre public les résultats des urnes. Et il a tout à fait raison, je lui donne entièrement, c'est-à-dire sans réserve, aucune. Mais on se rend bien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce sera bien difficile parce que lorsque la transition est militaire, on dissout toutes les institutions comme ça a été le cas. Quelle est donc l'institution? Surtout que vous savez que le directeur des élections a été arrêté. Qui va encore le faire? Et tout cela a été mis en branle. Donc, pour ma part, moi, je pense que la réclamation est légitime, mais le contexte ne va pas le permettre. Cette revendication ne va pas prospérer, tout simplement parce que aujourd'hui, la junte militaire a décidé de mettre en bain toutes les institutions et ce ne sera pas pour lui un autre moyen, justement, de chercher à avoir raison. Parce que quand vous regardez bien ce qui est fait, vous allez vous rendre compte que si la junte avait voulu prendre en considération les revendications de Ondo Ossa, elle n'aurait même pas pu annoncer la prestation de serment. On aurait d'abord mis l'état des lieux des élections qui a gagné et à partir de là, maintenant, on essaie de voir. Mais comme je vous l'ai dit,
Une fois que l'armée a opéré son coup d'État, a mis en bas les institutions, toutes les revendications qui viennent ne sont que vaines et inutiles. Une prestation, docteur, qui aura lieu demain, lundi. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est donc le nouvel homme fort de Libreville. Il occupe une position clé dans l'histoire politique du Gabon. En tant que commandant en chef de la garde républicaine, il a joué un rôle crucial dans l'annonce de l'annulation du scrutin présidentiel et la dissolution des institutions gabonaises quelques minutes après la diffusion des résultats officiels. Son portrait pendant cette émission par Larissa Libom. Personnalité influente au sein de l'armée gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est connu pour être multimilliardaire. Il dispose de plusieurs propriétés aux États-Unis d'Amérique d'une valeur de plus d'1 million de dollars selon une enquête de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project de 2020. Avant d'occuper son poste actuel, Brice Clotaire Oligui Nguema a exercé des fonctions diplomatiques pendant une dizaine d'années, notamment en tant qu'attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc et au Sénégal, une période qu'il avait vécue comme un exil. Sa nomination à la tête de la garde républicaine survient un an après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo en octobre 2018. En tant que colonel, il remplace un autre à la tête du service de renseignement de la garde républicaine avant d'être promu à la tête de cette institution. Sous sa direction, il initie des réformes visant à renforcer l'efficacité de la garde républicaine dans sa mission principale, le maintien du régime. À un an des élections présidentielles au Gabon où l'enjeu principal est la préparation de l'après-Ali Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema est chargé de maintenir le pouvoir d'Ali Bongo quoi qu'il en coûte. Il prend son rôle très au sérieux et soigne de plus en plus son image dans les médias tout en affirmant sa fidélité au président de la République. Merci Larissa Libom pour cet élément. Le général Brice Oligui Nguema est le nouvel homme fort de Libreville. Il est de la famille du président déchu Bongo. Est-on face à un jeu de la chaise musicale, docteur? Oui, écoutez, j'aime à le signaler, les frères sont les frères, mais peut-être dans la gestion, ils ne peuvent pas être identiques. Moi, je pense que Nguema Oligui Clotaire Brice vient dans un contexte particulier où, à la suite de ce coup d'État, les gens attendent beaucoup de lui, ont fondé des espoirs sur lui. Même s'il est le cousin, vraiment, pour ma part, il est venu rompre une gestion clanique qui dure depuis 56 ans au Gabon. Et c'est la raison pour laquelle ça a été porté en l'aise par les populations. Mais maintenant, il est trop attendu. Pourquoi? Il est attendu parce qu'on verra, est-ce qu'il fera la même chose que Ali Bongo, son cousin? Est-ce qu'il va apporter une nouvelle donne? Est-ce qu'il va apporter un nouveau souffle au Gabon? Est-ce qu'il va continuer avec les alliés d'hier, par exemple, qu'on suspecte aujourd'hui d'être impétrés ou empêtrés dans ce coup d'État? Donc, le général est attendu. Et vous savez que j'ai suivi le reportage avec beaucoup d'intérêt. On se rend compte qu'il a servi le père, Omar Bongo, il a servi le fils à un haut point, parce que vous savez que il revient après ses formations au Maroc et au Sénégal. Juste après le coup de l'AVC qui a frappé, dont a été victime Ali Bongo, il est revenu maintenant à ses côtés. Et vous avez vu toutes les photos, quand vous parcourez les photos qui sont mises sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'était une véritable proximité. Et vous savez, proche du pouvoir, près du pouvoir. Moi, ça ne me dérange pas du fait qu'il soit un cousin. Tout, c'est qu'ils viennent rendre le peuple gabonais heureux, épanoui, et peut-être aussi apporter un nouveau souffle dans ses relations diplomatiques ou les relations étrangères avec les autres États étrangers. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle, docteur. La fratrie Bongo ne filait pas le grand amour. Tous indexent Pascaline Bongo qui ne s'est toujours pas prononcée depuis ce coup de force. Oui, écoutez, vous savez, à un moment donné, à la suite justement de l'AVC dont a été victime Ali Bongo, on estime que c'est son épouse qui gérait tout. C'est-à-dire que les parapheurs, c'est elle qui les réalisait. En fait, Ali ne posait que sa signature, ne composait que sa signature. Et les gens ont vu que
visiblement, ce n'est plus Ali qui gère, c'est son épouse. Et cela a suscité davantage le courroux au sein du peuple gabonais, parce qu'ils estimaient que... Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles les gens ont estimé que son épouse n'a pas joué bon jeu. Elle aurait pu, au regard de l'état de santé de son mari. Vous avez vu, beaucoup de scènes publiques ont démontré comment elle-même, elle était mise à mal, parce qu'à chaque petit geste de son mari, elle était prête à bondir pour l'arrêter, pour qu'il ne tombe pas. Vous voyez, elle-même, elle était mal dans l'exercice de ce pouvoir. Et on estime que vraiment pour une femme qui a déjà fait 14 ans auprès de son mari à la tête des institutions, elle pouvait lui donner le meilleur conseil. Parce que vous savez, les femmes sont meilleures conseillères de leurs épouses. Et à partir de là, elle pouvait peut-être dire à son mari, chérie, vraiment, avec ton état de santé, parce que vous savez, lorsque vous êtes frappé d'un AVC, cela réduit vos capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, morales et même émotionnelles. Donc nous pensons que son épouse n'a pas joué un bon jeu. Et vous savez, aujourd'hui, le cas qui lui arrive, d'ailleurs, on dit ne pas savoir où elle se trouve. C'est la raison pour laquelle Xi Jinping a demandé que la sécurité de tous les membres de la famille présidentielle puisse être assurée et garantie. Bien évidemment, l'Union africaine, la CEMAC et la communauté internationale ont condamné ce coup de force. Les sanctions comme épée de Damoclès qui pèsent sur la tête des militaires au pouvoir. Docteur, ces sanctions peuvent-ils encore arrêter les militaires? Pas du tout. Écoutez, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC aujourd'hui, ce sont des institutions fantôches, communautaires fantôches. Elles ne peuvent rien? Pas du tout, pas du tout. Parce que, vous savez, c'est des institutions qui font parfois deux pas, deux mesures. Lorsque c'est fait en Côte d'Ivoire, on voit, ce n'est pas la même réaction que lorsque c'est fait au Burkina, au Niger, ainsi de suite. Et on voit très bien que, puis je prends le cas du Niger, une situation qui arrive, il y a un coup d'État, on remet l'autre Bazoum, Mohamed, il sort d'un coup d'État, c'est rapidement condamné tout simplement parce qu'on voit les intérêts que la France a au niveau du Niger en termes justement de la gestion de l'uranium. Et ce n'est pas la même chose que l'on vit aujourd'hui, vous voyez, au Gabon. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens doivent faire très attention. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la perpétuation des coups d'État, parfois, c'est condamné. Ça, je vais vous dire, quand vous prenez toutes les institutions, d'abord la CEMAC, la CEDEAO, toutes ces institutions communautaires, quand vous prenez les instruments juridiques du continent, c'est-à-dire la charte africaine de la démocratie, des élections, de la bonne gouvernance, on condamne. Ça, c'est tout à fait normal. Vous ne trouverez pas un texte qui vous dit qu'on apprécie le coup d'État. Non. Même chez nous, en droit public, on n'a pas de chapitres. On a l'impression que c'est un speech spécial, hein, du copier-coller. Oui, bien entendu, bien entendu. Et ça fait de sorte qu'aujourd'hui, toutes ces institutions, l'Union africaine, la CEMAC, la CEDEAO, ont démontré leur faiblesse sur le terrain parce que faisant d'abord deux poids, deux mesures, et vous savez que là, il y a du flou, il y a du lourd. Et cela démontre à quel point ces institutions sont flegmatiques aujourd'hui, n'arrivent pas à proposer des solutions qui peuvent ramener la paix. Imaginez-vous, dans le cadre du Niger, la CEDEAO dit faire une intervention militaire et donne 5 jours. Pourtant, dans la hiérarchisation des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, vous avez les bons offices, les négociations, comment dire, on peut appeler les uns et les autres pour aller voir dans quelle mesure mettre les deux États en belligérance ou à l'intérieur, si c'est le problème, on envoie quelqu'un pour négocier. Le recours à la force ou à l'armée est l'ultime, c'est-à-dire que doit être l'ultime recours lorsque toutes les autres voies pacifiques ont échoué. Or, vous vous rendez compte que la CEDEAO annonce une intervention militaire et quelques États soutiennent cette intervention-là. Et vous voyez, jusqu'à ce jour, ils ont dit 5 jours, nous sommes à plus de 1 mois et demi aujourd'hui, on n'en parle plus. Et vous avez suivi la sortie de Tinubu, le président nigérien, qui a dit que lui, il pense que cette intervention... Au départ, il était pour une intervention militaire, mais aujourd'hui, il a très vite retourné sa veste. Parce que quand vous prenez... Le Niger est frontalier au Nigeria. C'est-à-dire qu'on nous explique que les mariages, même, j'allais dire, exogamiques, c'est-à-dire que beaucoup de Nigériens épousent des Nigérianes et des Nigériens, ainsi de suite. Donc, annoncer une guerre entre, par exemple, un contingent du Nigeria qui bat
combattre au Niger, c'est se tuer entre frères. Et c'est ce que nous devons éviter aujourd'hui. Les Africains doivent rester solidaires pour éviter de telles choses. Et moi, je pense que de plus en plus, Madame Odé, nous sommes dans une logique d'éveil de la conscience africaine. Et panafricaniste aussi que je suis, je reste convaincu que les Africains sont déjà en train de comprendre. Et nous sortirons de ce bourbier dans lequel nous sommes placés depuis pratiquement 70 ans aujourd'hui. On a compris, docteur, mais pour reparler de l'Afrique centrale avec notamment la CEMAC, il s'agit quand même du premier grand challenge du président centrafricain, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, Faustin Archange Touadéra. Un premier grand challenge. Bien entendu, il a fait une sortie bienvenue et attendue, même si elle est tard, parce que quand le coup d'État est perpétré le 30 au matin, voilà. Il fait sa sortie le lendemain. Le lendemain, voilà, il fait la sortie le lendemain. Et il condamne naturellement le coup d'État, mais est-ce que la CEMAC aura-t-elle les moyens pour, pour amener, par exemple, puisqu'ils ont demandé de restaurer l'ordre constitutionnel, est-ce que la CEMAC aura les moyens de faire revenir Ali Bongo? Et je voudrais vous dire, dans la jurisprudence des coups d'État, aucun président qui a subi un coup d'État n'est jamais revenu, sauf le cas de Léon Mba. C'est-à-dire que Léon Mba, en 1964, toujours au Gabon, subit un coup d'État. Et 2 jours plus tard, il est ramené au pouvoir tout simplement parce que le général Charles de Gaulle avait réagi avec brutalité et il a ramené Léon Mba comme président du Gabon. C'est la seule fois en Afrique et même dans le monde où un chef de l'État est déchu par l'armée et il revient au pouvoir. C'est la raison pour laquelle ça n'a pu durer, puisqu'en 1967, Ali Bongo, justement, prend le pouvoir, puisqu'on estimait que Léon Mba devenait incompétent et qu'il n'était plus à même, justement, de diriger l'État gabonais. On va prendre cet élément avec le concours de la réalisation avant de se séparer. Vous verrez, juste après le coup de force, ce sont des scènes de liesse qui ont été observées dans les rues de Libreville, saluant l'action des militaires. Regardez, c'est un reportage que signe Marie-Vonne Dongo. Liesse populaire à Libreville, très tôt ce matin. Les populations acclament le passage des forces de sécurité et de défense dans les rues. Une scène comparable à des saisons festives. Un vent de liberté, c'est ce qui semble se dégager des différentes émotions captées au sein de la population. Au lieu de rester terrées chez elles ont opté pour venir vivre en direct, plus encore, être témoins de l'histoire du Gabon, leur mère patrie. À leur côté, des militaires qui veillent au grain en sillonnant les rues de la capitale. Ce sont les stars du moment. Entourés par les populations, ils ont l'exclusivité des dernières actualités qu'ils livrent volontiers à la population toute excitée. La même émotion accompagne la désignation du nouvel homme fort du pays. Dans ce bastion de l'armée, le général de brigade Oligui Nguema Brice Clotaire, soulevé par ses pairs. Il assurera la transition pour une durée de 2 ans, ce qui ne semble pas déplaire pour le moment. Pendant ce temps, le président sortant Ali Bongo, retenu par les militaires dans le pays, refait surface, enfin. Depuis son siège à sa résidence, où il est détenu, il appelle au soutien de la communauté internationale. Il interpelle ses amis de faire suffisamment de bruit. I'm calling you to make noise, to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Comme si cette journée de mercredi n'était pas prête de s'achever, un peu plus tard en soirée, les militaires ont également annoncé l'arrestation de plusieurs personnes, 7 au total, notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, pour détournement massif des deniers publics, pour malversation financière internationale, entre autres. Parmi les personnes, le fils du président arrêté, Noureddine Bongo Valentin, ainsi que son conseiller spécial, Jesse Ela Ekoga, par ailleurs porte-parole de la présidence de la République. Une longue journée qui continue de produire ses rebondissements, confirmant les uns autant que les autres la fin du clan Bongo au pouvoir.
Merci Marie-Yvonne Ndongo. Docteur, on vient de le voir, ce coup de force a été salué massivement par les populations gabonaises. Mais ne devrait-on pas aborder la chose sur un autre angle et se dire que les coups d'État perpétrés dans le continent sont... on est face à une manipulation de la population qui ne réclame que de meilleures conditions de vie. Écoutez, cela traduit le fait tout simplement que le peuple est la source souveraine du pouvoir. C'est-à-dire que le peuple peut vous octroyer à travers le suffrage son pouvoir aujourd'hui et le retirer demain. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est une réalité. Et c'est pourquoi, généralement, les dirigeants doivent comprendre une chose. Lorsque vous êtes porté en caution par votre peuple, mettez tout ce qu'il y a de nécessaire et de possible pour que le peuple soit à l'aise. Et dès lors que le peuple vit, comme on l'a vu, les souffrances, la pauvreté grimpante. Et on voit comment, à côté de cela, il y a des gens qui s'embourgeoisent, qui prennent de l'argent. Vous avez vu les photos l'autre jour, un seul individu a 4 milliards de francs. Si vous le permettez, docteur, il est reproché au clan Bongo, non pas un déficit de la croissance économique, mais plutôt une mauvaise redistribution des richesses du pays. Bien entendu. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans une république. Il faut rationaliser la distribution. Il faudrait que tout le monde ait quand même un petit morceau du gâteau pour ce gâteau national. Il ne faudrait pas que le gâteau national soit justement rangé au coin au profit ou au bénéfice d'une seule famille. Et c'est ce qui peut justifier. Vous avez vu, je ne sais pas, dans le reportage, vous avez suivi, en fond sonore, quelqu'un a pu dire libération. Libération. Donc, en réalité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les coups d'État, je vous l'ai dit d'antan, Audrey, on peut les condamner à première vue parce qu'ils mettent de côté le peuple comme source souveraine. Et ce n'est pas toujours la solution. Oui, et peut-être aussi mettre de côté l'élection comme le mécanisme par excellence du choix de ces dirigeants. Mais on peut exceptionnellement les légitimer si le coup d'État peut venir servir comme une solution, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous parlez des populations qui sont à l'Est. Visiblement, vous vous rendez compte que c'est comme si on avait coupé un cordon ombilical qui empêchait, par exemple, quelque chose de circuler. Et la population aujourd'hui à l'Est, je vous le disais, le peuple est la source souveraine. Et puis vous donne le pouvoir aujourd'hui, si on se rend compte que vous n'accomplissez pas, surtout les promesses dures. Vous savez que généralement le mandat impératif étant nul, vous allez vous dire, lors des campagnes, quelqu'un viendra vous dire, Madame Audrey, je construirai des châteaux, je ferai des écoles, des ponts, ainsi de suite. Mais dès qu'il a la caution, le suffrage, il n'est plus obligé de faire toutes les promesses qu'il avait au préalable annoncées. Mais c'est en cela que la troisième mission de l'élection est importante, c'est-à-dire la mission sanction. Le peuple vous calcule et attend que dès que la périodicité arrive, lui vous sanctionne comme cela se doit. Et nous pensons aujourd'hui que les chefs d'État africains commencent à comprendre qu'il faut se mettre au service de son peuple et non servir quelques intérêts étrangers. Merci, docteur. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Malheureusement, ça allait très vite. Ça allait très vite. Alors, mesdames et messieurs, le père, 40 ans, le fils, 14 ans, voulait briguer un autre mandat. Il a été stoppé net. La fin, sonnant ainsi la fin du clan de la famille Bongo. Nous allons suivre particulièrement cette actualité. Rappelons qu'un Gabonais vit aujourd'hui avec moins de 3 000 francs CFA par jour. Un Gab au vu du potentiel du pays. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12 h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.